Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vous ai distribué le plan de ma conférence. Je change ma méthode par rapport à l'année passée. Je n'ai pas fait de PowerPoint, simplement illustré par une image du petit séminaire de Trois-Rivières. Je pense qu'en pédagogie, il ne faut jamais hésiter de changer nos méthodes. Ça fait depuis plusieurs années que je fais des conférences avec des PowerPoint. Là, j'ai décidé d'innover, c'est-à-dire de revenir en arrière. Parce que souvent, la meilleure innovation, c'est un retour aux sources. Hein, c'est ce qu'on appelle une réforme plutôt qu'une révolution. Alors, le plan, je le distribue aux gens pour que vous puissiez mieux suivre et surtout, à partir des... mieux suivre les citations que je vais vous faire. Alors, Monseigneur Georges Courcêne, c'était un grand pédagogue. Il était préfet de l'école normale de Nicolet, qui formait les enseignants secondaires. Et il a été aussi le premier à enseigner la pédagogie à l'Université Laval dans les années 1920. En 1927, il a publié un livre qui peut être considéré comme une somme de la pédagogie classique au Québec, qui s'intitule « Nos humanités ». Après, Monseigneur Courcêne a été nommé évêque de Rimouski. Il a été évêque de 1928 à 1950. Et c'était le grand adversaire de Monseigneur Charbonneau, l'archevêque de Montréal, qui était finalement très à gauche. Monseigneur Courcêne était très conservateur, très à droite, très nationaliste. Et il a été à couteau tiré avec Monseigneur Charbonneau pendant des années. En 1927, déjà, le collège classique était remis en question. Enfin, le collège classique a toujours été critiqué. Dès le 16e siècle, dès le 17e plutôt, on faisait des critiques. Alors, il y a ceux qui auraient voulu tout simplement l'abolir pour le remplacer par un modèle pédagogique plus utilitariste, plus scientifique, sur le modèle américain. Ça va se faire avec la réforme parent lors des années 60, mais en fait, il y en a qui y pensaient déjà dans les années 1920. Mais il y avait aussi ceux qui voulaient conserver l'éducation classique, mais en le réformant pour l'adapter au temps présent, et c'était la ligne de Monseigneur Courcêne. Monseigneur Courcêne était un réformateur de la pédagogie classique, non pas un révolutionnaire, il voulait la conserver, mais tout en adaptant certaines choses. Or, quelles étaient les principales lacunes qu'on reprochait au collège classique à cette époque-là? C'était de ne pas enseigner suffisamment les sciences, de ne pas enseigner suffisamment l'anglais et de ne pas être assez ouvert à la littérature moderne. Alors, donc, Monseigneur Courcêne va traiter de ces questions-là dans différents chapitres. C'est une grosse brique, hein, le livre de Monseigneur Courcêne, c'est 720 pages. Ça manque un peu d'esprit de synthèse. Hein. Je pense qu'il n'y a pas eu le temps de travailler. En fait, c'est ses notes de cours qu'il avait accumulées depuis des années. Je pense qu'il a publié ça d'un seul coup. C'était ses amis, dont entre autres Lionel Groulx, qui lui demandait de le faire. Et bon, je pense qu'il a fait ça un peu rapidement. Puis après, il a été nommé évêque, donc il n'a pas eu le temps de retravailler son ouvrage. Mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est de le résumer. Alors, j'ai déjà commencé ce travail-là. C'est un projet. Il y a déjà 3 chapitres de fait, mais il y en a une quinzaine. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le mener à bout, mais par exemple, celui sur l'enseignement du français, qui compte 78 pages, je l'ai résumé en 17 pages. Question que ce soit plus accessible pour des gens aujourd'hui qui voudraient s'inspirer de cette ancienne pédagogie. Alors, je vous rappelle, c'est quoi les grandes lignes de la pédagogie classique des Jésuites? Il s'agit de former l'intelligence et la personnalité, je devrais dire même d'abord la personnalité, ensuite l'intelligence, par les lettres plutôt que par les sciences. Et encore là, c'est par les lettres anciennes, le grec et le latin, plutôt que par les lettres modernes, c'est-à-dire les langues vernaculaires comme le français. Le but de la pédagogie classique, c'est d'apprendre à penser, mais pour savoir s'exprimer oralement. C'est l'expression orale qui est le but ultime. Ça, c'est une chose que j'ai compris l'année passée. Moi, je pensais que la pédagogie classique visait surtout à développer l'écrit. Ben non, c'est pas l'écrit, c'est l'oral. Et pourquoi? Parce qu'écoutez, dans la vie, là, on parle plus souvent qu'on écrit. Et quelqu'un va s'imposer comme leader. Le but de la pédagogie classique, c'est de former des leaders. Alors, quelqu'un va s'imposer comme leader parce qu'il parle bien, pas parce qu'il écrit bien.
Alors ça, les Jésuites avaient compris ça, que dans le fond, l'étude des lettres anciennes, des lettres modernes, vise à développer, au bout du compte, l'expression orale. L'idée, c'est qu'une tête bien faite est mieux qu'une tête bien pleine. Hein? C'est la fameuse maxime de Montaigne. Et je vous avais expliqué l'année passée la différence entre la conception anglo-saxonne des liberal arts et la conception catholique de l'éducation classique. On pourrait dire que les anglo-saxons, eux autres, c'est plutôt une tête bien pleine plutôt qu'une tête bien faite. C'est-à-dire que c'est une éducation axée sur l'érudition la plus étendue possible. Les liberal arts sont quand même axés sur la littérature. Ils ne font pas des mathématiques. Ça, c'est la pédagogie moderne à l'américaine qui est apparue dans les années 1920, notamment avec quelqu'un comme Dewey. Mais là, je vous parle de l'éducation classique, en fait traditionnelle chez les anglo-saxons, qui a d'ailleurs survécu encore aujourd'hui. À l'Université Concordia, par exemple, il y a un département ou une faculté de liberal art. Mais c'est pas tout à fait la même chose que l'éducation classique telle que le concevaient les Jésuites. En fait, le but des Jésuites, c'est de former ce qu'on pourrait dire l'honnête homme chrétien, mais en ayant un modèle. Parce que ce qu'on a reproché au collège classique, c'était, c'est bien beau le collège classique, mais c'est surtout fait pour des prêtres, pour former des prêtres. Alors que la pédagogie moderne, on vise à former des hommes d'affaires. Hein, ça, c'est la pédagogie à l'américaine. Le héros de la société américaine, c'est le businessman. Le héros d'une société catholique, c'est le prêtre. Mais vous remarquerez que dans tout système d'éducation, à toutes les époques, il y a toujours une espèce de modèle. C'est pas tout le monde qui devient prêtre, mais toutes les élites de la société doivent avoir une formation qui correspond à peu près à celle des prêtres, parce que c'est la note que l'on veut donner à la culture. Monseigneur Courchaine était évidemment, comme je vous l'ai dit, un nationaliste de l'école de Lionel Groulx, et Lionel Groulx fait son éloge dans ses mémoires. Il a consacré une dizaine ou une quinzaine de pages dans ses mémoires à parler de Monseigneur Courchaine. Il avait en haute admiration. Je pense que Monseigneur Courchaine a peut-être été le dernier de nos grands évêques. Il est mort en 1950. Alors, Groulx disait ceci. Nous étions tous les deux professeurs de rhétorique, lui à Nicolet, moi à Valleyfield. Nous étions alors, et depuis 1903, quelques jeunes professeurs à rêver d'une rénovation du cours classique. Nous voulions un enseignement plus ouvert du grec et du latin. De magnifiques civilisations, un art de premier ordre se cachait sous les textes. Pourquoi ne pas révéler ces richesses intellectuelles à la jeunesse? Nous voulions aussi perfectionner l'enseignement de la littérature française, moins de principes abstraits. Je préconisais l'abandon du discours ou de la dissertation hebdomadaire qui ne développait que l'habitude du verbalisme et du verbiage, en l'esprit d'écolier trop pauvre d'idées et de vocabulaire. Nous désirions un enseignement de la philosophie plus adapté aux problèmes de notre temps. L'enseignement de la religion n'échappait point à nos soucis. Nous le souhaitions moins formaliste, moins schématique, plus vivant, en relation intime avec la vie du Christ présent en l'âme de chacun. Un livre nous avait marqué, l'enquête d'Agathon, Les jeunes gens d'aujourd'hui, 1913, de Henri Massis et Alfred de Tarte. L'abbé Courchaine ébauchait dès ce temps son beau et grand livre qui ne verra le jour qu'en 1927, Nos humanités, petite somme trop oubliée par les novateurs d'aujourd'hui, où pourtant il y aurait tant à prendre. Alors, vous voyez que des grands pédagogues sont toujours des réformateurs, ne sont jamais satisfaits du système dans lequel ils sont. Et je pense que ça, c'est sain en pédagogie que de toujours se remettre en question, de toujours vouloir améliorer ses méthodes. Quand on ne fait que répéter d'année en année ce qu'on a fait les années précédentes. Je pense à certains professeurs, là, j'avais un à l'université, entre autres, Maurice Séguin, il était très bon, mais ses feuilles de notes étaient tellement jaunies là, qu'on voyait qu'ils n'avaient pas retravaillé depuis 1945. C'était le même cours qu'ils donnaient. Ça, je pense pas que c'est la meilleure approche pédagogique, et c'était certainement pas celle de Groulx ni de Monseigneur Courchaine. Courchaine commence par nous parler de la crise du français. On en parlait déjà, on en parle beaucoup aujourd'hui, le déclin du français, dans toutes sortes de niveaux, au niveau de la qualité et tout ça, l'anglais qui a envahi la civilisation. On en parlait déjà dans les années 1920. Il dit
Et il cite en fait un ouvrage qui avait été écrit en 1923 par André Thérive, dont le titre était très accrocheur, « Le français langue morte ». Est-ce que le français était déjà une langue morte en 1923? Dans quel sens entend-il cela? La langue française se retrouve aujourd'hui dans la même situation que le grec et le latin au IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est une langue écrite, arrêtée, mais qui a du mal à se défendre contre les changements. La langue parlée dépend du maintien de l'esprit traditionnel. Si cet esprit se perd, la langue se perdra. La France républicaine favorise la demi-culture, le bafouillage politicien. Il n'avait pas encore connu Macron, lui. Hein? Si cet esprit se perd, la langue se perdra. La France républicaine favorise la demi-culture, le bafouillage politicien, la médiocrité journalistique. Il n'avait pas connu Richard Martineau. Les bons écrivains doivent rabaisser leur niveau pour toucher le grand public. Hein, c'est le cas, par exemple, de quelqu'un comme Mathieu Bock-Côté, qui, je pense, qui est probablement beaucoup plus cultivé, plus intelligent que ce qu'il ne le laisse croire dans ses articles du Journal de Montréal, mais il faut bien qu'il gagne sa vie puis qu'il touche un public. Alors, vous voyez, c'est très actuel, hein, ce que disait Courchesne. On peut se demander si le français ne sera pas bientôt l'apanage de quelques érudits, comme le latin l'était pour Erasme et Descartes. Certains prévoient le temps où l'on jugera plus commode d'abdiquer devant l'anglais. Chez nous, on entend souvent des propos défaitistes, surtout dans le monde des affaires. La langue supérieure sera-t-elle déclassée par un dialecte composite à base d'anglais, une sorte de sabir international? Le français survivra longtemps, mais il sera continuellement en déclin, comme la koiné grecque de l'Empire romain d'Orient. Mais le français gardera peut-être son intégrité dans certaines régions, comme le grec classique qui s'est conservé à Athènes. Alors, quelles sont les causes de ce déclin de la langue? Il y a des causes sociales, puis il y a des causes pédagogiques. Les causes sociales qu'identifie Monseigneur Courchesne, c'est d'abord le désintérêt de la bourgeoisie, qui est la nouvelle classe dominante, le désintérêt de la bourgeoisie pour la culture qui n'est pas utilitaire. Alors, l'aristocratie avait d'autres valeurs que l'argent. Maintenant, la bourgeoisie n'a pas beaucoup d'autres valeurs que l'argent. Vous allez me dire qu'il y a des exceptions. Peut-être qu'il y a des exceptions individuelles, mais structurellement, c'est quand même la mentalité des classes dominantes actuelles, c'est l'utilitarisme. Bien sûr, l'école obligatoire a répandu l'écriture, c'est bien, mais ça l'a finalement fait baisser la culture parce que plus de gens lisent des journaux, plus les journaux vont être obligés de rabaisser leur niveau pour toucher une vaste clientèle. Monseigneur Courchesne signale que la plupart des élèves des collèges classiques sont d'origine populaire. Hein, ça, c'est un mythe de croire que les collèges classiques au Québec étaient pour les riches. Il n'y en avait pas de riches au Québec. Donc, c'était des gens qui venaient de classe moyenne et souvent même de classe paysanne, populaire. Mais évidemment, il n'y avait pas eu la culture dans leur famille. Alors, ça crée un décalage. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on vit aussi à l'École Sainte-Famille, mais ça existait dans les années 20. Le journal a tendance à supplanter le livre. Et aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui ont supplanté le journal. On est encore plus loin dans le déclin. Le cinéma corrompt les mœurs. Alors, bon, que dire, évidemment, des TikTok et des jeux vidéo aujourd'hui. Regardez ça. L'agitation moderne cause une maladie de l'attention. Hein, on ne parlait pas de TDAH dans les années 20, mais on avait déjà vu que... Et l'agitation moderne, au Québec en 1927, on se promenait encore à cheval. Quand on prenait le train pour aller à Montréal, c'était un grand voyage, on préparait ça 3 ans d'avance. Mais déjà, il y avait parce qu'il faut comprendre que l'agitation, c'est entre les deux oreilles. Ça n'a pas rapport à la technologie. Vous pourriez avoir la technologie moderne et être aussi calme que les gens du Moyen Âge si on pensait autrement. Et en 1927, on ne pensait plus comme au Moyen Âge et on était déjà stressé, déjà agité, même si la technologie ne justifiait pas encore vraiment cette agitation-là. Mais ça, c'est une toute autre réflexion. Finalement, on est dans une société démocratique alors que le français, c'est une langue aristocratique, une langue raffinée, une langue d'élite. L'abbé McGillivray nous en a parlé justement dans sa conférence. Et
ben, il y a un décalage entre la société, entre la culture moderne et la langue française. Et donc, beaucoup proposent de simplifier le français pour le démocratiser. Alors ça, on voit ça constamment dans les journaux. Il faudrait abolir les règles du participe passé parce que c'est trop compliqué. Il faudrait simplifier l'orthographe, remplacer le PH par un F, puis écrire au son parce que ce serait plus facile. Alors déjà, ces tendances-là se voyaient dans les années 1920. Mais maintenant, quelles sont les causes pédagogiques? Bon, ça, c'est la société. Courchesne, on n'a pas grande influence là-dessus. Mais par contre, on a de l'influence sur ce qui se fait dans nos collèges. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos écoles? Alors, on reproche d'abord au programme primaire d'être surchargé et de ne pas consacrer assez de temps au français. Ben, est-ce que c'est pas encore vrai aujourd'hui? Alors, il y a plein de matières qu'on enseigne au primaire, alors qu'en fait, il devrait y en avoir 3 matières: savoir lire, savoir écrire, savoir compter. Il ne devrait pas avoir d'autres choses, dans le fond, au primaire. Mais déjà, dans les années 20, il y a une surcharge. On veut tout apprendre en même temps à tout le monde. Le français a tendance à être subordonné aux autres matières. Alors, on dit, bon, on fait du français dans les autres matières, de toute façon. Alors que c'est plutôt les autres matières qui devraient être toujours subordonnées au français. Et c'est là qu'en lisant ça, je me suis aperçu à quel point j'étais un mauvais professeur. Il n'y a rien de pire que de lire des traités de pédagogie, parce que là, on voit tous nos défauts, toutes nos erreurs. Et moi, j'ai toujours eu cette idée, quand j'enseignais l'histoire, que le français était subordonné à l'enseignement de l'histoire. J'aurais dû avoir une autre vision, et il m'a dit, ben non, mon enseignement de l'histoire doit être subordonné au français. C'est plus important que mes élèves lisent un texte, le comprennent, ou écrivent un petit résumé sans faire de faute, que de savoir tous les détails du droit constitutionnel avec lesquels je les ennuie depuis des années. Donc, la littérature romantique aussi a tendance à axer sur les sentiments plutôt que les idées. Alors là, c'est tout le débat de l'introduction de la littérature romantique dans le collège classique par opposition à la littérature classique. Alors, vous allez voir tantôt que la position de Monseigneur Courchesne est mitigée là-dessus, elle est mitoyenne, mais il signale quand même que le danger de la littérature romantique, c'est d'être axé sur les émotions plutôt que sur la raison. Et il déplore qu'on ait tendance à abandonner la pratique du lieu commun dans le ratio studiorum. Alors, c'est quoi ça, le lieu commun? Je vous en ai parlé un petit peu l'année passée. Je dois vous dire que je le comprends moi-même à peine parce que j'ai pas fait le cours classique. Je pense qu'il faut l'avoir fait pour savoir vraiment qu'est-ce que c'est. Mais j'ai regardé sur Wikipédia. Il ne s'agit pas du lieu commun, là, d'une banalité, d'un cliché. Ça, c'est le sens moderne et péjoratif qu'on a retenu du terme. Mais le lieu commun, dans la pédagogie classique, c'est quelque chose de très noble. Alors, en rhétorique, les lieux communs sont un fond commun d'idées à la disposition de tous et dont la valeur persuasive est traditionnellement reconnue parce qu'elles font partie des idées couramment admises par l'auditoire et peuvent ainsi renforcer son adhésion. C'est des raisonnements habituels qu'on ne remet pas en question. On bâtit à partir de ça, mais on ne remet pas tout en question. Et la pédagogie moderne a tendance à tout remettre en question. Avec le socio-constructivisme et tout ça. Ben, je vais vous donner rien qu'un exemple. Je ne sais pas si mon exemple est bon. Prenez la maxime civis pacem parabellum. Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Alors ça, on trouvait ça dans les discours de Périclès, par exemple, qui voyait la menace spartiate arriver. Alors on étudiait le discours de Périclès à fond, dans les moindres détails. Périclès, c'était le chef politique d'Athènes en 450 avant Jésus-Christ. Alors, toujours est-il que on étudiait ça et après ces raisonnements-là, on pouvait les transposer ailleurs dans le monde moderne parce qu'on avait des raisonnements fiables, des lieux communs. Alors, ça en était... J'en avais parlé l'année passée, mais je vais vous rappeler cette affaire-là parce que je la trouve tellement frappante. Pierre Elliott Trudeau, dans ses mémoires, il a fait le collège classique, lui, chez les Jésuites. Il avait 20 ans au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a pas voulu aller servir. On me demande pourquoi. Mais toujours est-il que
il disait qu'il ne s'intéressait pas du tout à cette guerre-là, parce qu'il était en train de lire la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Alors, ce qui l'intéressait, c'était la guerre entre Athènes et Sparte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui se passait en Europe, dans ses mémoires, il dit d'ailleurs qu'il a fait une erreur. Il dit, je ne comprenais pas qu'il y avait quelque chose d'extrêmement important. Mais voilà l'approche classique. On oublie le temps présent et on va chercher les connaissances et la sagesse dans le passé, dans ces lieux communs classiques, justement. Est-ce que ça veut dire que Pierre Elliott Trudeau a été mal formé et mésadapté à la société moderne? Non. On l'a vu par le reste de sa carrière. Mais quand on est formé à la manière classique, après, on s'adapte très, très rapidement au monde moderne. Et ça, c'était une critique que l'on faisait au collège classique, d'isoler les élèves dans un monde clos, moyenâgeux, antique et tout ça. Et donc, ils ne savaient pas ce qui se passait dans le monde. On formait leur jugement. Et un coup que le jugement était formé, là, ils pouvaient lire les journaux, puis en 3 semaines, ils avaient rattrapé le retard. Hein? Même chose pour les mathématiques. Alors, on avait tellement développé le sens de la logique au collège classique que quand il arrivait à des études de mathématiques avancées, au début, oui, il y avait un certain retard, mais ils le rattrapaient rapidement parce qu'on leur avait donné des ressources. Alors, c'est Henri Poincaré, le grand mathématicien français, qui disait ça vers 1900. Il dit, dans mes classes, il dit, je vois ceux qui viennent du collège classique, qui ont fait les humanités classiques, et ceux qui avaient fait les humanités modernes. Et il dit, au début, en mathématiques, ceux qui ont fait les humanités classiques sont moins forts, mais c'est pas long qu'ils rattrapent et qu'ils dépassent ceux qui ont fait les humanités modernes. Alors, la pratique du lieu commun aidait à ça. L'art de parler, hein, c'est la première des choses dont dont nous entretient Monseigneur Courchaine, parce que, comme je vous dis, le but de la pédagogie classique, c'est l'expression orale. Il faut savoir parler pour savoir penser, et après savoir écrire. Parler, penser, écrire. Voilà les 3 étapes. Et un coup que vous êtes rendu à l'écriture, vous pouvez remonter dans le sens inverse. Vous faites l'exercice, mais de l'autre bord, mais l'objectif ultime, ça reste toujours le savoir parler. Il faut comprendre que la lecture est un outil pour apprendre à penser. C'est pas un but en soi. Et apprendre à penser, c'est pour savoir bien s'exprimer clairement, pour assumer un rôle de leader. L'enseignant doit, il dit, là encore, j'ai pris ça comme un reproche personnel. Il dit, l'enseignant doit éviter les monologues universitaires. Ça fait 27 ans que je fais ça, moi, en salle de classe. Je lui fais des beaux cours. Ah, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'ils retiennent? En quoi ça les forme? En quoi ça les habitue à parler, eux autres, quand c'est moi qui parle tout le temps? Bon, à la limite, je veux dire qu'il y a un certain modèle, peut-être, mais il y a aussi une autre erreur, qui est l'erreur de la pédagogie moderne, la méthode socratique, question-réponse. Il faut que la classe soit active. Je pose une question, l'élève fait une petite intervention, après c'est un autre, alors là, on crée de l'intérêt. Ça c'est très... Mais pour Courchaine, c'est tout aussi mauvais, parce que c'est pas avec une petite réponse qu'on apprend à parler, ni en se taisant d'ailleurs. Alors, les élèves doivent apprendre à parler comment? En imitant le maître. Alors, faire un bon discours, bien structuré, c'est bon, c'est un modèle. Ils vont finir par l'assimiler petit à petit. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça en classe. Il faut lui donner l'occasion de le pratiquer en parlant. Et là, je ne parle pas de faire des exposés oraux. Ça, il n'y a rien de pire que les exposés oraux. L'élève arrive en avant, il n'y a rien à dire, il est gêné. Pas sûr que c'est une bonne méthode pédagogique. Je pense que la discussion, la conversation spontanée en classe avec le maître, peut-être même entre élèves, mais là, c'est plus difficile. Il faut attendre qu'ils soient un peu plus vieux. Même à l'université, entre élèves, ça marche pas vraiment. Mais il faut leur donner l'occasion de parler. Alors, Courchaine nous dit que l'entrain, c'est mieux en classe que le silence. Alors, si vous avez une classe qui est continuellement silencieuse, ouais, vous avez la discipline, mais est-ce que vos élèves apprennent l'essentiel? Est-ce qu'ils apprennent à parler?
Moi, mes classes sont très silencieuses, mais je me demande qu'est-ce que ça a donné à mes élèves de toujours rester en silence. Oh, un petit point en passant, il dit que les enseignants ne doivent pas prohiber l'accent canadien. Ah, là, je sens que ça va soulever des débats, ça, ici. Voilà un sujet dont on parle depuis 30 ans à l'École Sainte-Famille. Alors, qu'est-ce que Monseigneur Courchaine, il dit? Il dit, si l'enfant emploie des locutions régionales, il serait bon de les tolérer. On lui fait connaître le mot juste, mais sans le rabrouer. Il faut être plus sévère pour les locutions fautives qui touchent à la syntaxe. Le terroir n'a rien à y gagner. Il faut joliment connaître le français pour utiliser les provincialismes d'une manière savoureuse, comme l'a fait l'abbé Lionel Groulx dans Les Rapaillages. Les Rapaillages, c'est un recueil de contes qu'on lisait beaucoup. On le lit ici d'ailleurs à l'École Sainte-Famille. C'est là, entre autres, qu'on trouve la fameuse leçon des érables de Lionel Groulx. Alors, on ne doit pas prohiber notre accent canadien. À Paris même, il y a des variétés de prononciation. En 1927, encore à Paris, il n'y avait pas le même accent d'un quartier à l'autre. Ils ne parlent pas des différences entre les régions françaises, qui est encore très fortes, et même les patois, les langues, les dialectes régionaux étaient encore très forts, mais ici, ils parlent des différences de prononciation qu'il y avait à Paris. Il y avait un célèbre linguiste britannique qui était capable, au début du 20e siècle, quand il entendait quelqu'un parler, il était capable de vous dire non seulement qui venait de Londres, mais dans quel quartier il était né, et même, paraît-il, qu'il était capable même d'identifier sur quelle rue il était né. Parce qu'il y avait des différences d'accent selon les rues à Londres. Alors, bon, aujourd'hui, ça a peut-être un peu changé, mais on ne doit pas prohiber notre accent canadien. À Paris même, il y a des variétés de prononciation. Une règle de bon sens serait de faire prononcer comme les gens qui prononcent bien dans le milieu cultivé où on vit. L'accent canadien, ce n'est pas le parler populaire, c'est pas le joual surtout. C'est de parler comme les Canadiens français cultivés parlent. Et comment est-ce qu'ils parlent? À la fin de la conférence, où j'ai le temps, je vais vous donner un petit exemple de ça. Mais remarquez bien, il dit, il faut lui faire connaître le mot juste. En fait, Courchaine est d'accord avec Jules-Paul Tardivelle dans sa fameuse conférence sur le parler canadien, où il disait que les Canadiens français devaient être bilingues, si je puis dire, en termes d'accent, être capables de parler avec l'accent canadien, mais aussi avec l'accent français standard, qui est en réalité un accent parisien. Standard, pas tout à fait l'accent parisien, mais quelque chose. Le Canadien français doit être capable de se faire comprendre par des Français et doit être capable de comprendre des Français aussi. Donc, c'est assez facile de passer d'un registre à l'autre. Je vais vous donner un exemple, bon, il n'est peut-être pas le meilleur, mais ils étaient. Le « i ». Au Québec, on dit « i », on ne dit pas « il ». Pourtant, la bonne prononciation, c'est « il ». Il faut que l'élève sache que la bonne prononciation, c'est « il ». Mais il ne faut pas réprimer le « i », qui est un accent canadien, quand il parle librement en classe. Mais quand il fait son exposé en avant, on pourrait peut-être dire « force-toi donc pour dire « il ». Parce que si tu fais une conférence à l'université, même à l'Université Laval à Québec, tu vas mieux paraître si tu dis « il » que si tu dis « i ». Mais par contre, s'il arrive... Ils sontaient. J'ai déjà entendu, bon, surtout au primaire peut-être, mais ils sontaient. Ils étaient, on peut le tolérer. Ils sontaient, on ne doit pas le tolérer, parce que là, c'est une atteinte à la syntaxe, bon. Alors, voyez un petit peu la différence. Il faut... c'est une question de nuance. Et en pédagogie, tout est une question de dosage. Il n'y a pas de recette absolue. Il ne faut pas se battre pour des principes et au nom d'un principe même bon, éliminer tout le reste. Je dirais que c'est un petit peu comme la cuisine. Un bon cuisinier, c'est quelqu'un qui est capable d'employer tous les ingrédients, mais avec le bon dosage. S'il se trompe sur le dosage, bon, on va manger pareil, mais la nourriture va être moins bonne. Alors, en pédagogie, il n'y a pas de règle absolue. Tout est une question de nuance, d'adaptation. Maintenant, arrivons à l'art de lire. Montaigne disait « Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. Si vous voulez être heureux dans la vie, lisez. » Vous venez d'éliminer
50% des dépressions, c'est pas plus. Alors ça, il faut vraiment, si nos élèves pouvaient avoir ce goût de lire, ils vont voir que la vie est beaucoup plus intéressante. Mais en fait, quoi qu'il en soit, Courchesne dit que le professeur ne doit pas s'attacher aux manuels. Les manuels sont insuffisants pour apprendre à lire. Le manuel est utile pour la récapitulation en fin d'année, mais le bon professeur ne doit pas suivre un manuel. D'ailleurs, faisons-nous pas d'illusions, pourquoi est-ce qu'on fait des manuels? C'est parce qu'il y a des mauvais professeurs. Un manuel, ça sert à un professeur qui ne connaît pas sa matière. Moi, je n'ai pas besoin de manuel en histoire. J'ai besoin du manuel, par exemple, pour préparer mes élèves à l'examen. Je ne veux pas oublier telle ou telle chose. Mais on ne bâtit pas un cours à partir d'un manuel quand on connaît sa matière. Mais bon, je pense qu'en réalité, la majorité des professeurs au Québec, aujourd'hui comme autrefois, ne connaissent pas suffisamment la matière et doivent travailler à partir d'un manuel, mais c'est certainement pas l'idéal. Courchesne dit que l'usage des journaux en classe est antipédagogique parce que l'usage des journaux exige un esprit qui est déjà formé. En fait, un journal, un article de journal, puis ça avec, moi, j'étais le genre, pas tant que ça, mais j'utilisais parfois des articles de journaux, mais c'est pas vraiment pédagogique parce que l'article de journal vous parle d'un point précis. Alors, vous êtes obligé de connaître tout l'ensemble avant de comprendre l'article de journal. Fait que quand moi, en histoire, j'utilise un article de journal, des fois, je le fais pour faire un lien avec l'actualité, mais ils vont prendre 5 minutes pour lire l'article, mais il faut que je leur explique pendant 30 minutes le contexte. Alors, l'article de journal... Et je remarque que le prépa-bac est épouvantable, la préparation de nos élèves pour le bac. Les manuels, là, histoire, géographie, c'est des articles de journaux, finalement. C'est une culture journalistique éclatée, qui ne forme pas, mais qui peut être utile à quelqu'un qui est déjà formé. Alors, c'est très difficile de former à partir de ça. Mais vous avez le fameux examen, un examen axé sur l'érudition. Il faut qu'ils connaissent tout. Il faut qu'ils connaissent au bac. Moi, ma grande crainte, c'était qu'on lui pose une question sur le conflit entre le Vietnam et la Chine dans les zones territoriales de la mer de Chine orientale. C'était dans le programme du bac, ça. Et on s'en fout dessus des problèmes de bateaux dans la Chine. Est-ce que c'est avec ça qu'on forme des jeunes? Non, certainement pas. Ils l'apprendront bien quand ce sera nécessaire. Mais le problème avec les fameux examens, c'est qu'ils nous obligent, qu'on veuille pas, à rentrer dans un esprit pédagogique. Alors donc, essayez de ne pas trop utiliser les journaux. L'histoire peut être utilisée en français. On parle pas du cours d'histoire. Si on parle d'utiliser des textes d'histoire dans un cours de français, Monseigneur Courchesne est pour, parce que ça enseigne le patriotisme et il donne l'exemple de l'Allemagne. J'ai remarqué que Monseigneur Courchesne a souvent des bons mots sur le système d'éducation de l'Allemagne. Certains vont dire, aurait-il des sympathies nazies? Ben non, attendez, on est en 1927, là, Hitler c'est 1933. Mais on pouvait admirer l'Allemagne avant 1927, hein, l'Allemagne du Kaiser et tout ça. Mais par contre, il y a un petit passage à un moment donné de Monseigneur Courchesne, il dit qu'en pédagogie, nous devons orienter nos efforts comme un faisceau. Ah, là, s'il n'y a pas une allusion au fascisme italien, là, je serais bien étonné. Donc, il dit qu'il faut enseigner le patriotisme par l'histoire, même dans les cours de littérature, mais en faisant attention au chauvinisme. Alors, le patriotisme doit être, compensé, subordonné à la religion catholique. C'était un grand débat dans les années 1920, ça, dans les milieux catholiques. Est-ce que le nationalisme est une hérésie? Est-ce que le nationalisme est un péché? Alors, Lionel Gros disait non, le nationalisme, c'est tout à fait catholique. Henri Bourassa disait le nationalisme, c'est un péché. Il y avait ces deux tendances-là. Alors, ça se retrouve dans l'ouvrage de Monseigneur Courchesne. Mais malgré tout, Courchesne dit, quand on regarde nos anciens élèves, là, ils sont sortis du collège, puis ils savent pas choisir leur lecture. Ils sont pas capables de choisir des lectures. Ils tombent dans les journaux les plus insignifiants. Il disait ça en 1920. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose de nos élèves, nous aussi? Hein? Alors là, il se pose la question, pourquoi on n'a pas été capable d'apprendre
à nos élèves à choisir, à faire de bonnes lectures. Il identifie quelques pistes. Il dit d'abord, les enseignants ont cette tendance maternelle à tout mâcher pour leurs élèves. C'est ce que j'ai fait avec vous. Je vous ai donné mon plan, les citations. Vous n'avez même pas besoin de prendre des notes. Je vous l'ai dit, je suis un très mauvais pédagogue. Hein? Mais bon, comme on est sur le bord des vacances, j'ai voulu vous ménager un peu. Mais effectivement, on a tendance à vouloir toujours faciliter les choses pour les élèves. Ça peut être bon, mais pas trop. Hein? Question de dosage, encore une fois. Faut pas non plus systématiquement dire qu'il faut leur donner des choses trop difficiles, parce que là, c'est pas plus pédagogique. Un usage excessif de la pédagogie ludique. Alors déjà, on parlait de ça dans les années 20, hein, qu'en dirait-il aujourd'hui? Le bachotage produit des esprits vides et sans jugement. Bon, ce qui sont nos 3 bacheliers, là, c'est 2 autres qu'on parle, là. Effectivement, le bachotage, c'est quelque chose à éviter. Alors, il y a un point très intéressant sur la psychologie de l'adolescence. Il dit que l'adolescent doit se connaître soi-même avant de découvrir le monde. Le fameux gnosis autonte des Grecs, connais-toi toi-même. Et il dit que l'adolescent, en fait, il est très centré sur lui-même, il est très nombriliste, il ne s'intéresse qu'à lui, il ne s'intéresse pas au monde. Et au lieu de voir ça comme un défaut qu'il faut réprimer, Courchaine dit non, il faut utiliser cette force-là et il faut choisir une littérature qui l'amène au départ à plus se connaître et non pas à connaître la société. Et c'est là, encore une fois, là, moi c'est vrai que j'enseigne pas le français, j'enseigne l'histoire. L'histoire, par définition, c'est la société. Mais je remarque ça qu'avant 16 ans, les jeunes ont bien de la difficulté à s'intéresser, ou pas à s'intéresser, mais à comprendre l'histoire, parce qu'en fait, le monde extérieur n'existe pas pour eux. Et je pense que c'est probablement lié au développement neuropsychique là, dont nous parlait Valérie hier. Il y a des étapes, effectivement. En histoire, on a constaté qu'avant 16 ans, les jeunes vont s'intéresser à l'histoire de l'Antiquité. Les éléphants d'Hannibal, ça, ils trippent tout là-dessus. Et ils aiment beaucoup l'Antiquité dans les premières années du secondaire, mais c'est plus tard qu'il faut leur parler de l'histoire du Canada ou de l'histoire des guerres mondiales et tout ça, parce que là, ils vont s'ouvrir. Et 16 ans est à peu près, 16-17 ans, c'est à peu près le moment. Mais avant ça, il faut trouver des textes qui vont aider l'adolescent à se connaître lui-même et à développer sa personnalité. Monseigneur Courchaine suggère un exercice. Par exemple, vous étudiez la pièce Britannicus de Racine. Hein, vous savez, ça raconte l'histoire de la jeunesse de Néron, là. Alors, Néron n'est pas encore complètement fou, mais ça s'en vient. Et puis, c'est le... Alors là, il dit, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de demander aux élèves, est-ce que vous voyez dans la classe un de vos confrères qui aurait potentiellement le profil psychologique d'un futur Néron, d'un tyran? Enfin, bon... Je ne sais pas si c'est un bon exercice, parce que moi, ma crainte, ce serait que les élèves concluent que finalement, c'est le professeur qui a ce profil-là. Alors, je ne l'essayerai pas. Mais en fait, quoi qu'il en soit, voilà le genre d'exercice qu'on pourrait faire, mais pas avoir trop peur de la psychologie, même si c'est peut-être survalorisé par l'éducation moderne. Faut pas non plus avoir une réaction de chien de Pavlov, parce que dans la psychologie moderne, on l'utilise, donc faut absolument pas que nous autres, on l'utilise. Il peut y avoir du bon aussi dans les nouvelles méthodes pédagogiques du 20e siècle. Alors, il faut privilégier l'éducation matérielle. Est-ce qu'il faut privilégier l'éducation matérielle, c'est-à-dire les connaissances, ou l'éducation formelle? Ici, il prend la fameuse expression qu'on a en théologie, là, matérialitaire, formalitaire, il la transpose en pédagogie. Alors, l'éducation matérielle, c'est finalement les connaissances, c'est l'érudition. L'éducation formelle, c'est le raisonnement, le jugement. Alors, lui, il fait remarquer que la pédagogie anglaise a plutôt tendance à privilégier l'érudition
et la pédagogie française, les facultés de l'esprit. Alors, il opte évidemment pour les traditions pédagogiques françaises. Et il dit, ça c'est intéressant, il pense qu'on peut enseigner le français dans le même esprit qu'on enseigne le latin, dans l'esprit du ratio studiorum, c'est-à-dire comme un exercice, une méthode de développement intellectuel. Alors, parce que la formation doit précéder l'érudition, le jugement est au-dessus de la mémoire. Alors, on a peut-être négligé la mémoire trop dans la pédagogie moderne, ça c'est vrai, mais il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse que de survaloriser la mémoire. Il y a un temps, encore une fois, quand je dis c'est une question de dosage, il y a un temps puis il y a une occasion. Je vais vous donner un exemple. Apprendre des poésies, faire du théâtre, apprendre des textes, ça développe la mémoire, c'est excellent. Mais quand vous enseignez le catéchisme puis que vous demandez à l'élève de répondre mot à mot, ça, c'est moins bon. C'est moins bon. Je sais qu'il y a des enseignants qui l'ont fait beaucoup ici. Ils enlevaient des points parce que l'élève n'avait pas employé exactement le « de » ou le « et » ou le « mais » pour des propositions. Ils enlevaient des points pour des propositions. Il y a ça. Puis, il fallait vraiment que la réponse soit écrite mot à mot. Mais toute l'énergie de l'enfant, puis on est au primaire, là, sans copier, toute l'énergie de l'enfant passe à apprendre ça par cœur et non pas essayer de comprendre. La reformulation, c'est bien mieux. Hein? Si vous voulez que votre jeune apprenne à lire ou à écrire, bien, demandez-lui de reformuler dans ses propres mots, pas de répéter mot à mot. Là, vous allez faire un élève perroquet. Et oui, ça va développer la mémoire, c'est vrai, c'est pas complètement inutile comme exercice que d'apprendre des réponses de catéchisme de 15 lignes. La sublimité de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, la sublimité, là, la sublimité, vous êtes en 3e année. J'ai vu ça dans les manuels. Ils sont bons, les manuels, ça développe le langage, mais il faut demander à l'enfant de le reformuler, et c'est là qu'on développe sa capacité d'expression à lui, soit à l'oral, soit à l'écrit. Donc, éviter le psittacisme. Vous savez c'est quoi le psittacisme? Vous qui êtes linguiste, vous qui êtes latiniste, comment ça se dit perroquet en latin ou en grec, je crois? Alors, c'est perroquet en grec. Le psittacisme, c'est le par cœur, le mot à mot. Alors, c'est l'élève perroquet, finalement. Mais en même temps, il faut renoncer à vouloir tout enseigner. C'est un défaut que moi, j'ai, malheureusement. Je me suis aperçu, en lisant Monseigneur Courchaine, que j'étais un pédagogue moderne et non pas un pédagogue classique. Je ne l'ai pas fait, le cours classique. Et ça, c'est dévastateur. Parce qu'en fait, vous enseignez de la manière dont vous avez été enseigné. Aller à l'université pour apprendre la pédagogie, ça peut corriger certaines choses, mais fondamentalement, là, quand vous allez en salle de classe, vous allez vous comporter comme les professeurs que vous avez vus quand vous étiez jeune se comportaient. Alors, c'est difficile quand on n'a pas fait le cours classique d'en parler, comme j'essaye de le faire. Ce sera encore plus difficile de le reconstituer. Je ne dis pas que ce serait impossible, mais ça prendrait du temps, ça prendrait beaucoup de travail, quelque chose de quelques générations, on ferait des erreurs, mais on pourrait et on devrait, à mon avis, redécouvrir et réactualiser cette méthode pédagogique. Mais donc, moi, j'avais tendance à parler de tout, à vouloir que mes élèves sachent tout, mais l'humaniste, au sens jésuite du terme, ce n'est pas un pic de la Mirandole. Hein? Un pic de la Mirandole, c'est quelqu'un de très, très cultivé. Alors, un pic de la Mirandole, c'est l'époque de la Renaissance, il impressionnait tous ses contemporains par sa grande culture, il avait tout lu, il parlait de tout. J'ai regardé un moment donné, il y avait 30 ans, Pic de la Mirandole. Peut-être qu'il avait tout lu, il avait tout retenu, il avait peut-être une mémoire d'éléphant, une mémoire, il était probablement autiste, là. Mais il avait tout lu, mais il avait-tu tout compris? Non, je pense que les vrais érudits, c'était les vieux moines bénédictins dont on n'a pas entendu parler. Ils devaient en comprendre un peu plus que Pic de la Mirandole. Alors, il ne faut pas faire de nos élèves des Pics de la Mirandole. Alors, Courchaine nous donne quelques méthodes de travail en français, en littérature. Alors,
Lire sans une plume à la main, c'est rêver. Alors ça, je le dis tout le temps en classe. Moi, quand je vois un élève qui est là, puis qui lit, puis qui n'a pas un crayon pour souligner, pour résumer, bon, lire sans une plume à la main, c'est rêver. Alors, pour être sûr que l'élève comprenne bien le texte, ça prend des annotations ou des comptes rendus oraux, mais des comptes rendus oraux brefs. Pas des exposés oraux qu'il vient faire en avant puis qui stresse. Non, il est à sa classe. Il vient de lire 3 paragraphes. Il parle de quoi, ces 3 paragraphes-là? Et là, il développe petit à petit l'esprit de synthèse. On peut faire un recueil de pensées des grands auteurs, mais sans recopier le texte. Alors, recopier un texte intégralement, que ce soit un texte de Montaigne, de Corneille, de peu importe, là, Cruchain n'est pas trop favorable à ça. Parlons maintenant de l'art d'écrire et parlons plus particulièrement de la grammaire. Alors, Monseigneur Cruchain estime que le cours de grammaire doit être séparé du cours de français. C'est ce qu'on fait ici à l'École Sainte-Famille, heureusement. C'est ce qu'on ne fait plus dans les écoles modernes. On veut intégrer la grammaire à l'enseignement du français, mais lui, il dit que c'est une perte de temps parce qu'on va être obligé de répéter continuellement les mêmes règles. L'attention de l'élève n'est pas axée sur la grammaire, est axée sur le texte. On mélange, on veut tout faire en même temps. C'est comme vouloir apprendre à quelqu'un à jouer au hockey ou au baseball en même temps. Alors, séparons ça, faisons la grammaire quand c'est de la grammaire. C'est rébarbatif, bien sûr, mais il dit la vie est souvent rébarbative. Alors donc, c'est aussi un apprentissage que de faire des choses austères. Mais il faut s'en tenir à une grammaire de base, pas rentrer dans les chinoiseries. Il faut apprendre à utiliser les manuels. Donc, il est pour l'usage de la grammaire lorsqu'on fait l'exercice ou même le test. L'usage du dictionnaire lorsqu'on fait la dictée, il est pour ça. Parce qu'il dit, ces manuels-là sont là pour nous aider et il faut apprendre à les utiliser. Dans les classes inférieures, mieux vaut adopter une méthode inductive, c'est-à-dire partir de l'exemple pour aller à la règle. Mais dans les classes supérieures, on emploie plutôt la méthode déductive. On part de la règle et on l'applique à l'exemple. Parce que plus vieux, l'élève est déjà capable de raisonnement, d'abstraction. Alors, on peut y aller. C'est toujours mieux d'enseigner la grammaire à partir de la règle pour ensuite l'appliquer à des exemples. Mais c'est difficile à un enfant, alors donc on fait le cheminement contraire. Oui? Est-ce qu'il y a un âge pour définir une classe supérieure ou secondaire? Quand lui parle des classes inférieures, il parle en fait de ce que nous autres on appelle le secondaire. C'est en fait les 4 premières années du collège classique qui correspondent à notre secondaire 2, 3, 4 et 5. Parce qu'avant, il y avait au primaire une 7e année. Donc, quand vous arrivez au secondaire, vous avez 13 ans. Donc, c'est l'âge de secondaire 2. Alors, donc, c'est notre secondaire dont il parlerait. Ensuite, vous aviez les 4 années supérieures. C'était rhétorique, belles lettres, rhétorique, philo 1, philo 2. Ça correspond à notre cégep 1, cégep 2 et les 2 premières années universitaires. Parce que quelqu'un qui sortait du collège classique, il avait 21 ans. Là. C'est pas, quand on regarde ce qu'on enseignait au collège classique, surtout dans les dernières années, il ne faut pas penser appliquer ça à nos classes de secondaire 1-2. Mais d'ailleurs, à la fin, j'ai un peu un programme du français qu'il y avait au collège de Brébeuf et on va voir ces distinctions de classe. Alors, il dit qu'il est bon de commencer chaque leçon en résumant la précédente et en annonçant ce qu'on va faire en classe aujourd'hui. Ça, je me souviens, en pédagogie, nous le disait aussi, quand j'ai fait la pédagogie à l'Université Laval, on le sait tous, mais qui le fait vraiment? Moi, je dois dire mea culpa, je demande aux élèves, on était rendu où, là? Puis là, je continue mon cours. Sans prendre le temps. Mais ce serait une belle occasion pour eux autres de leur apprendre l'esprit de synthèse. Bon, c'est quoi qu'on a vu au dernier cours? C'est quoi à retenir? Mais il faut l'avoir dit dans le cours précédent, à la fin. Là, de ce cours-là, vous devez retenir tac, tac, tac. Parce que je vais vous demander au prochain cours. C'est beaucoup plus long, c'est plus ardu, c'est plate. Et puis, quand on veut enseigner l'histoire du Canada, comme moi je le fais, puis que j'aime ça, puis je connais tout, puis j'ai tellement de choses à dire que j'oublie de faire ces choses de base-là, qui sont en fait, c'est ça qui est formateur. Parce que
Ça, c'était une belle phrase. C'était M. Roy qui disait ça, Patrick Roy. Il disait, il faut faire attention quand on est un bon prof, qu'on a de l'éloquence, on peut éblouir l'élève, mais on ne le forme pas pendant ce temps-là. Il faut faire attention à notre propre talent d'enseignant, si on en a. Moi, c'est sûr, moi, je suis un bon discoureur, mais ça peut être ma faiblesse en éducation. Alors, on continue. Donc, il faut viser la compréhension plutôt que la mémorisation, et ça, la reformulation est toujours un bon moyen de vérifier la compréhension. Pratiquer les règles de grammaire dans des phrases isolées, comme le bled, le grévis, ça, on le fait, mais quand il y a le temps de récapituler, il faut le faire dans un extrait de texte, par exemple, de La Gare des Michards. Alors, maintenir les récitations de conjugaison, il compare ça aux arpèges. Hein? Les pianistes font des arpèges, c'est plate de faire des arpèges, mais c'est nécessaire. Et les exercices de conjugaison, c'est nécessaire, comme les arpèges. Il faut faire des courtes analyses grammaticales à chaque jour, mais courtes. La grammaire, faire 2 heures de grammaire de suite, là, oubliez ça. L'exercice de grammaire devrait prendre 10 minutes, mais 10 minutes à chaque jour, par contre, surtout au primaire. Alors, ça peut être très assommant, la grammaire, alors il faut y aller. Mais c'est vraiment quelque chose à petite dose. Hein? Comme apprendre un instrument de musique, on vous le dit, c'est pas de pratiquer 2 heures par semaine, c'est de pratiquer 15 minutes par jour. Et là, vous allez mieux assimiler. Il suggère d'éviter les dictées à piège. Alors, la dictée de Bernard Pivot, par exemple, là, présentez-la pas à vos élèves. Ils doivent connaître les règles de base, pas des choses à piège. Et s'il y a des mots compliqués, ben, permettez-leur d'utiliser le dictionnaire ou écrivez-les au tableau. Ils sont là pour apprendre la base correctement, pas pour apprendre des mots compliqués comme psittacisme, par exemple. Alors, selon Courchesne, l'orthographe ne s'apprend pas par la dictée, elle s'apprend surtout par la lecture. Donc, ne comptez pas tellement sur la dictée pour faire apprendre l'orthographe, comptez surtout sur la lecture. Alors, l'élève écrit, lui, ah ouais, ça c'est un bon truc, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais il est extraordinaire. Au lieu de demander à l'élève d'écrire 3 fois ou 5 fois, il y en a qui recommandaient même 12 fois. Ça, Courchesne trouve que c'est un peu trop, 12 fois, là, le mot erroné, là. Alors, mais vous le recopiez, au lieu de le recopier 3 fois ou 5 fois sur votre feuille, demandez-lui d'aller en avant, de le copier une seule fois au tableau. La crainte d'avoir l'air ridicule face aux autres élèves va faire qu'il va se concentrer puis il va mieux le retenir que s'il le copie 5 fois sur son... Alors, savoir utiliser la pression sociale pour... ça, c'est un truc qui donne. L'explication française. Alors, dans les années 20, on appelait ça l'explication française, mais aujourd'hui, on parle plutôt d'analyse de texte, mais c'est la même chose. Alors, c'est un travail austère qui vise à assimiler l'esprit et le style de l'auteur. C'est très à la mode. Lui, il nous dit, dans les années 20, c'est très à la mode maintenant l'explication française. Mais pourquoi? Parce qu'on ne fait plus de latin et de grec. L'effort de rigueur intellectuelle qu'on avait en faisant des versifications des thèmes, ben comme on n'en fait plus, ben on est obligé de le faire par des analyses de textes français très, très méthodiques. C'est un peu le même objectif. Lui, il est quand même pour le latin, mais il dit, si on ne fait pas de latin, faisons au moins des analyses, des explications françaises très, très rigoureuses. Pour compenser, effectivement, le déclin des études gréco-latines. Il s'agit d'examiner la forme, le fond et la pensée subjective de l'auteur pour développer le jugement de l'élève. Mais attention, développer le jugement de l'élève, ça ne veut pas dire demander à l'élève, cet auteur-là, il est-tu bon, il est-tu mauvais? Il est-tu au ciel, il est-tu en enfer? Combien de fois des élèves me disent ça? Je lui parle d'un premier ministre dans l'histoire, puis il me demande s'il est au ciel ou en enfer. Hey, wow, là! Ou bien il me demande, il est-tu bon, il est-tu mauvais?
peux-tu développer un jugement un peu plus nuancé? Alors, si vous faites lire un texte de Victor Hugo, c'est très beau, on le sait, il est probablement en enfer, le bonhomme. Mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est de comprendre comment Victor Hugo voyait les choses. Et c'est comme ça que vous développez votre raisonnement et c'est comme ça que vous développez votre jugement. Si vous êtes capable de juger les choses de la manière d'un autre, même si elle est erronée, hein? Si moi je parle de Karl Marx, je dois présenter Karl Marx dans mes cours, dans son raisonnement, dans la manière dont Karl Marx expliquait le monde, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Si je ne fais pas cet effort-là, je ne développe pas mon jugement. Prenez un juge. Un juge, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit entendre les plaidoiries de deux avocats. Il doit comprendre le raisonnement interne des deux pour après décider lequel a raison. Et très souvent, dans des jugements, comme par exemple à la Cour suprême, ben, on va dire, ben, dans telle plaidoirie, il y a tel élément qui est vrai, dans tel autre qui est là. Et il fait une synthèse qui est différente. C'est ça, développer le jugement. Développer le jugement, ce n'est pas développer l'habitude d'approuver ou de condamner moralement, en vertu de la morale catholique, les choses. Développer le jugement, c'est être capable de voir si un raisonnement est logique ou s'il est illogique. Après, on pourra appliquer la morale là-dessus, bien sûr. C'est une autre matière, c'est une autre discipline. Alors donc, être capable de comprendre la pensée interne d'un auteur, même si l'auteur est mauvais. On a souvent tendance à dire, ben, si l'auteur est mauvais, on ne le lit pas, tout simplement. Ce n'est pas la meilleure manière de développer le jugement. Pour être capable de savoir si une œuvre littéraire... Je vais prendre l'exemple du cinéma. C'est encore plus facile. Hein? Nos jeunes regardent des films. C'est de la scrap, ce qu'ils regardent. Je pense aux films que mes enfants regardent, c'est de la scrap. Ils ne sont pas capables de faire la distinction entre un bon film puis un film de bas étage. Mais moi, au lieu de me battre contre mes enfants pour qu'ils ne regardent pas de films du tout, je me suis battu, je ne me suis pas battu parce que c'était facile, maintenant je me bats, mais quand ils étaient petits, c'était facile. Je leur montrais des grands films classiques, et oui, effectivement, je remarque maintenant qu'ils sont capables de faire la distinction entre un film de qualité et un mauvais film. Ils vont quand même regarder des mauvais films, ça me désole un peu, mais au moins, ils auront développé le jugement. Et on peut appliquer ça en littérature aussi. À un moment donné, il faut avoir lu de la mauvaise littérature pour savoir ce que c'est de la bonne. Bon, je ne dis pas de lire de la littérature immorale, mais il faut être capable de faire la différence entre, par exemple, un Bob Moran et puis Victor Hugo. Mais pour savoir que Victor Hugo est bon, il faut avoir lu aussi un peu de scrap. Alors, donc, du point de vue intellectuel, moral, oui, effectivement, il faut être en contact avec les mauvais raisonnements pour être capable de les identifier, être capable d'identifier là où ça cloche, là où ça déraille. C'est ça le développement du jugement. Alors, Monseigneur Courchaine dit, je suis rendu à la page 5 du plan, l'explication française ou analyse littéraire ne doit pas être pour le professeur une occasion de faire briller son talent. Comme disait M. Roy, on n'est pas là pour éblouir les élèves. Mais un travail méthodique et assez austère. On ne démontre pas le talent d'un écrivain comme on démontre un pantin. Ce qui compte dans une œuvre d'art, ce n'est pas la matière, mais la forme. Les matériaux sont à tout le monde, mais c'est l'ordre, la forme que l'artiste a donné à ces matériaux qui doit être le sujet de l'explication française. Mais qu'est-ce que l'explication française? Mais ça, je pense que vous le savez, ceux qui enseignent le français en font quand même, là. Il s'agit de situer l'extrait. On travaille à partir, non pas d'une œuvre intégrale, mais d'un extrait, qui peut être très court. L'important, c'est qu'il soit de qualité. Alors, situer l'extrait dans l'œuvre de l'écrivain, situer le temps et le lieu de l'extrait, présenter les personnages et leurs préoccupations, trouver la raison qui motive cet écrit. C'est là qu'on rentre dans la pensée de l'auteur. Identifier une information, une émotion, un raisonnement, pas 3, 4, une. La principale. Ça, ils ont beaucoup de difficultés dans un texte à faire la distinction entre une idée
principale et une idée secondaire. Si je demande, sortez-moi les idées, ils vont toutes m'y sortir. Bon, souvent, c'est en recopiant le texte, c'est pas là. Mais même en sens ça, ils peuvent les sortir. Mais dire, oui, mais dans les 3 idées qui sont sorties, c'est laquelle qui est la plus importante? Le texte a été conçu autour de laquelle? Ça, ils ont beaucoup plus de difficultés. Et c'est là qu'on développe le jugement, être capable de distinguer des idées principales des idées secondaires. Alors, il faut trouver la raison qui motive cet écrit. Identifier une information, une émotion, un raisonnement, préciser le genre, préciser le registre, alors c'est quel style, étudier la structure, les figures de style, les expressions, les tournures de phrases, les allégories. Alors, peu, mais mieux. On n'en fait pas beaucoup. Si vous êtes capable de comprendre une figure de style, vous êtes capable d'en comprendre 10. On a tendance, à un moment donné, peut-être à vouloir trop multiplier les exemples pour qu'il y ait vu tous les styles possibles. Ça, on est au collège pour apprendre à apprendre. On n'est pas au collège pour tout apprendre. Ça, Monseigneur Courchaine le répète souvent, mais c'est une erreur des pédagogues. Maintenant, mieux vaut utiliser des textes classiques plutôt que des textes modernes pour l'explication de texte, parce que les textes classiques sont plus structurés, plus clairs. Un des défauts de la littérature romantique du 19e siècle, c'est que c'est long. Au lieu de mettre un adjectif, il en met 3, 4. D'ailleurs, on voit ça aussi dans les journaux. C'est incroyable comment on multiplie. Bon, un exemple classique. La France est fermement résolue. Enlevez-moi le fermement. Si vous êtes résolu, c'est sûr que c'est ferme. Est-ce que la France pourrait être mollement résolue? Mais vous regardez nos journaux, c'est plein d'adjectifs inutiles. Alors, les textes classiques sont toujours plus courts. Vous remarquerez que les romans au 19e siècle, c'est épouvantable. C'est tout le temps 800 pages. Bon, c'est vrai qu'il y avait les journaux, puis ils étaient payés à la page. ça explique pourquoi Alexandre Dumas a écrit Les Trois Mousquetaires, c'est à quoi, 2000, 3000 pages, là. Il était payé à la page, le gars. Mais ça aurait été une bien meilleure œuvre si elle avait eu seulement 300 pages. Alors, donc, mieux vaut utiliser les textes classiques que modernes, et d'autant plus que le texte moderne semble facile à comprendre au départ. L'élève pense qu'il comprend, mais en réalité, il ne comprend pas. Et il a tendance à être superficiel. Et quand je dis texte classique, là, évidemment, ici, il va parler de Corneille plutôt que de Victor Hugo. Mais aujourd'hui, on va dire, on n'est plus pour présenter du Victor Hugo en classe, c'est trop classique. Les gens ne comprennent plus la langue de Victor Hugo. Donc, on va lui présenter Harry Potter. Ils comprennent la langue d'Harry Potter. Là, on est rendu que même la langue du 19e siècle devient... Et je l'ai expérimenté cette année avec mes secondaires 5. Je leur ai fait... J'avais écrit un texte sur Charles Maurras. Je voulais lui faire connaître Charles Maurras, qui est pour moi non seulement un plus grand penseur politique du 20e siècle, mais très grand écrivain aussi. Il était membre de l'Académie française et il le méritait. Je leur fais lire un texte que j'ai écrit qui est sur la vie de Charles Maurras. Bon, ils l'ont lu, ça a été assez facile. J'ai développé avec le temps l'habitude de m'adresser à des élèves secondaires dans mes textes. C'est pas ça va. Mais après, je leur ai fait lire un texte de Maurras. Il était pas long, il y avait 6 ou 7 pages. Et là, il s'arrachait les cheveux. Maurras écrit dans une langue qui n'est plus la langue d'aujourd'hui. C'était un texte qui datait de peut-être 1920, là, ou 1910, je ne sais pas trop. C'est ce qu'on pourrait appeler un texte classique. Et nos élèves de secondaire 5 avaient beaucoup de difficultés à le comprendre. Ils s'en sont plaints. Bon, il aurait fallu que je leur en fasse lire 3 ou 4 autres après, puis là, ils se seraient habitués. On finit par s'habituer. Il faut faire l'effort. Mais quand on veut travailler le style... Moi, là, j'avais pas trop de temps. Je veux pas non plus en faire avec des Maurassiens, là. On était dans un cours de monde contemporain. Alors, c'est bien contemporain, Maurras, là-bas. Mais enfin, toujours est-il que on est mieux de prendre un texte classique, quitte à ce qu'il soit plus ardu, parce que ça développe, justement, une manière de réfléchir qui n'est peut-être pas moderne, mais qui est peut-être plus profonde. La littérature moderne, elle semble plus facile, mais au fond, elle est superficielle et elle va finir par lui échapper malgré tout. La recherche du sens des mots dans les langues mortes exige un effort très fructueux, mais le programme des humanités modernes supprime cet effort puisqu'il présente des textes dans une langue connue. Les humanités modernes, j'en avais parlé l'année passée, c'était ce qu'il y avait en France. On n'a jamais eu ça au Québec.
Mais en France, c'était le programme, en fait, du lycée public. On voulait former les gens par la littérature, mais sans grec et latin, uniquement par la littérature française. Alors, c'est ce qu'on appelle les humanités modernes. Et on enseignait d'autres langues, mais des langues modernes. Essentiellement l'allemand, l'anglais un peu, mais c'était surtout l'allemand qui était privilégié à ce moment-là. C'est très bon comme exercice intellectuel, mais c'est pas les mêmes facultés que quand on apprend le latin ou le grec. Alors, l'élève croit comprendre la pensée de l'auteur dès la première lecture et il devient superficiel. En réalité, il saisit rarement les rapports cachés, les allusions et même le sens obvi du texte. Il faut d'autant plus expliquer le français qu'on n'explique plus le latin et le grec. L'explication française n'occuperait pas une si grande place si l'on restaurait les études gréco-latines en France. Alors bon, au Québec, on n'avait pas les restaurants en 1920, il était encore là. Mais là, ici, il parle pour la France. Alors maintenant, les exercices d'écriture. On a vu le parler, le lire, maintenant l'écrire. Alors, l'idée du ratio studiorum, c'est de s'exercer par l'imitation des maîtres. On imite, exactement comme en peinture, autrefois, quand on formait bien les peintres à l'École des beaux-arts à Montréal, par exemple, ben, ils imitaient des peintures de la Renaissance. Ils copiaient, tout simplement. Et à un coup qu'ils avaient appris la technique, ben là, ils pouvaient faire preuve de créativité et développer. Mais pour apprendre la technique, il n'y a rien de mieux que d'imiter les maîtres. Mais imiter en reformulant. Donc, on assimile mieux à ce moment-là. Il faut faire des synthèses, trouver des synonymes, trouver des mots justes. Par exemple, vous donnez un thème à l'élève. Servir Dieu, c'est régner. Ah, une belle phrase. Maintenant, vous allez m'écrire la même idée de 5 manières différentes. Composez-moi 5 phrases qui ont la même idée, mais de d'autres façons. Alors, je sais pas moi, le chrétien est un roi. C'est un peu la même idée. Alors, il essaie de trouver des synonymes. Oui? Est-ce que le Cochin, quand il parle de l'imitation des maîtres, il fait aussi référence à l'exercice du pastiche, par exemple, écrivez la forêt autour du collège, dans le style de choses. Oui, dans la gradation des thèmes, je vais en parler un peu plus tard. Alors, par exemple, des mots qui sont très proches, comme vanité, orgueil, arrogance, qui signifient pas exactement la même chose, ben il faut que l'élève soit capable de trouver le mot juste qui correspond à l'idée qu'il veut. Alors, c'est des exercices assez limités, là, ça c'est pas long faire ça, mais ça exige un effort de concentration. Il dit, les exercices d'imitation sont parfois décriés au nom de la créativité, hein, surtout dans la pédagogie moderne, mais l'on n'apprend pas la musique en commençant par improviser, ni la peinture en faisant des œuvres d'imagination. Et l'on voudrait que l'écolier s'exprime librement dès qu'il eut appris quelques règles de base. Ce n'est pas la liberté qui forme, mais la contrainte. Ça, je la trouve belle, cette phrase-là. Ce n'est pas la liberté qui forme, mais la contrainte. Alors, on rejoint toute la question de l'autorité, hein, dont Mathieu nous parlait hier. La spontanéité ne développe pas le talent. L'imitation et l'invention doivent marcher de concert. Là d'imiter les grands auteurs, l'élève voudra faire du nouveau. Puis il comparera sa création au chef-d'œuvre du passé. Ce sera une leçon d'humilité qui le ramènera à l'imitation. Mais au fil du temps, il assimilera quelques tournures qui rehausseront la qualité de ses écrits et un jour, il n'aura plus besoin de modèle. Autrefois, dans les collèges classiques, dans les classes les plus élevées, on faisait composer des poèmes en latin. Il fallait composer un poème en latin. Mais avant d'être capable de composer un poème en latin, il fallait en avoir imité des poèmes de Virgile, d'Ovide et tout ça. Mais à un moment donné, il était assez habile pour composer eux-mêmes leurs propres poèmes. Je me souviens d'un professeur que j'avais eu à l'Université de Montréal. Il avait commencé à enseigner à l'Université de Montréal en 1968. Il me disait, en 68, on se promenait dans un parc autour du campus, puis c'était pas rare de voir des étudiants assis en train de lire Homère directement en grec ou Virgile directement en latin. Là. Les gens lisaient aussi facilement le latin et le grec qu'aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui lit un livre en anglais, vous ne serez pas surpris. Ben, dans ce temps-là, on lisait en grec et en latin. Évidemment, c'était peut-être pas tous les élèves, là, c'était ceux d'élite, ceux qui se rendaient à l'université, mais quand même, c'était ça qui était le but. Alors, il faut bien choisir ses sujets, ne pas y aller au hasard des manuels. Là.
Hey, ça, combien de fois j'ai fait ça, moi aussi? J'arrive en classe, je prends le manuel. Bon, de quoi je vais lui parler aujourd'hui, là? Ah, tiens, on fait tel exercice, là. Ça, c'est mauvais. Il faut avoir un plan d'avance, d'exercice, et il faut les graduer, il faut les ordonner. Il faut utiliser les images. Monseigneur Courchaine est un partisan de l'usage des images. Je sais que chez les dominicaines, par exemple, il y a eu un débat. Doit-on utiliser des livres avec des images ou des livres sans images? Alors, il y avait les puristes qui disaient qu'il fallait bannir complètement les images, puis d'autres. Par exemple, ici, on l'a eu aussi à l'École Sainte-Famille, le débat, le dictionnaire. Doit-on utiliser le Larousse illustré ou le Robert qui n'est pas illustré? Ben, moi, j'ai été formé avec un Larousse illustré et c'est par les images qu'on apprend vraiment le sens des mots. Mais ça, c'est pour les petites classes. Mettons encore au niveau secondaire. Mais quand on arrive plus tard, ben, on n'a plus besoin des images du langage. Après, rendu au cégep à l'université, je n'utilisais que le Robert, où il n'y a pas d'image, donc il y a plus de texte, les définitions sont plus complètes et tout ça. Alors, c'est mieux le Robert, qui est un dictionnaire, attendez, je ne me trompe pas, il y a le dictionnaire encyclopédique et le dictionnaire analytique, lexical. En tout cas, il y a deux types de dictionnaires. Mais, en tout cas, Monseigneur Courchaine, lui, il est pour l'image, mais il dit attention, pas en surabondance, parce que l'image a pour effet d'empêcher de réfléchir. Alors, et ça s'applique surtout aux vidéos. Hein, ça n'existait pas dans le temps, mais maintenant, on peut facilement l'appliquer aux vidéos. Il faut utiliser des vidéos, je pense, mais pas en abuser parce que le vidéo distrait, l'image distrait. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus formateur. Alors, comme je vous dis, tout est une question de dosage. Alors, pour ce qui est de la gradation des sujets, lui, il dit qu'il faut d'abord commencer par les descriptions du monde physique en éléments et syntaxe. Alors, les pastiches de paysages, par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est secondaire. Éléments, syntaxe, secondaire 2 et 3. Ensuite, on va au monde moral en méthode, versification, belles lettres, c'est-à-dire secondaire 4, 5 et cégep 1. Dans le monde moral, il suggère d'axer les rédactions et les lectures sur les héros, les saints, les héros, les modèles. Et c'est là que des thèmes d'histoire peuvent être entrés. Et quand vous arrivez en philo, en rhétorique, ce qui est notre cégep 2, philo 1 et 2, qui seraient les 2 premières années universitaires aujourd'hui, bien là, on peut aborder des textes sur le monde intelligible. Alors donc, monde physique, monde moral, monde intelligible, ce serait la gradation. Pour ce qui est des sujets, est-ce qu'on doit privilégier des sujets anciens ou modernes? Est-ce qu'on doit privilégier des sujets nationaux ou universels? Alors ici, il nous présente 2 points de vue opposés. Alors ça, c'est intéressant. Alors dans la revue Études, ça c'était la revue des Jésuites. Ça existe encore d'ailleurs, c'est la revue des Jésuites. Dans la revue Études d'octobre 1919, les Jésuites ont précisé le type de sujet de composition qui convient aux classes de belles lettres et de rhétorique. D'après eux, il faut supprimer les dissertations d'histoire littéraire ou d'histoire politique, faire une part assez restreinte à la critique littéraire, insister sur les dissertations morales, mettre en honneur la narration et la description, introduire davantage l'analyse littéraire. Mais, Courchaine ajoute, l'abbé Gros a répondu qu'il fallait au contraire insérer les dissertations sur l'histoire du Canada pour renforcer l'éducation patriotique de la jeunesse. Il favorise également la dissertation littéraire, à condition qu'elle ne tourne pas au plagiat des manuels. Il recommande d'introduire le discours au programme, mais en bannissant le ton déclamatoire et la palabre. Alors, il présente les 2 points de vue, mais on peut se douter qu'il penche plus du point de vue de Gros que du point de vue des Jésuites. Parce qu'il faut savoir que quand vous connaissez un peu l'histoire de l'Église, là, vous comprenez la trame de fond. Là, dans l'Église catholique, il y a les Jésuites, puis il y a les autres. Les Jésuites, c'est le fer de lance, mais pour eux, ils étaient vraiment les meilleurs, ils se considéraient les meilleurs, et il n'y avait que la méthode des Jésuites.
Et les autres communautés enseignantes, de même que les prêtres séculiers qui enseignaient dans des collèges classiques comme Monseigneur Courchaine, avaient des fois une petite rivalité avec les jésuites. Alors ça m'a fait sourire parce qu'on voit ça ici. Et ça m'a rappelé d'ailleurs cette histoire de jésuites. Ça m'a rappelé une célèbre phrase du premier ministre Louis-Alexandre Taschereau qui disait « C'est facile de gouverner la province de Québec, il suffit de laisser les jésuites puis les dominicains chicaner entre eux autres. » Alors donc, les jésuites, on ne voulait pas toujours les suivre, mais n'empêche que ça reste la référence. Alors, qu'est-ce qui peut être des bons thèmes? Bien, l'observation de la vie sociale nous fournit quantité de sujets littéraires, mais nous ne devons pas nous passionner que pour l'exotisme. Il y avait eu au début du siècle la querelle des exotiques et des régionalistes là, au Québec. En France, il y a eu aussi une querelle un peu semblable. Est-ce qu'on devait écrire des romans qui parlaient du Québec, enfin on disait dans le temps du Canada, du Québec enraciné dans le terroir, hein, style Menot maître draveur, Le Survenant, Un homme et son péché, enfin c'était les grands classiques de l'époque, ou au contraire, est-ce qu'on ne devait pas écrire des romans avec des thèmes universels pour que notre roman canadien puisse être lu autant par un Français, un Chinois, un Allemand, ou et que on va chercher ce qu'il y a d'universel dans l'homme. C'est la querelle de l'universalisme et du particularisme. Alors là, il y a eu des querelles à n'en plus finir là-dessus. Quelqu'un comme Lionel Groulx, par exemple, était du côté de la littérature régionaliste, comme Maurras, comme Barrès, comme toute la tradition d'action française. Mais il y avait les exotiques. Alors ici, on voit une exotique, c'était un peu le terme péjoratif, je pense que les régionalistes employaient pour ridiculiser leurs adversaires, mais en fait, quoi qu'il en soit. Alors, est-ce qu'on doit... nous ne devons pas nous passionner que pour l'exotisme, comme si nous étions des étrangers chez nous. La meilleure façon d'être homme, c'est d'être soi-même. Nous approuvons la thèse de Monseigneur Camille Roy. Camille Roy, c'est un de nos premiers critiques littéraires. Il a été aussi recteur de l'Université Laval. Sur la nationalisation de notre littérature. Notons qu'il n'a jamais dit que nous devions nous interdire tout sujet qu'il sorte de nos frontières. Mais si nous invitons nos apprentis écrivains à voyager en esprit, il faut bien les renseigner. On sait trop l'usage que le siècle des Lumières a fait des descriptions empruntées aux seules fipreries de l'opéra comique. Montesquieu en a donné l'exemple en décrivant les mœurs de sérail créées par une imagination libertine. Alors, il y a beaucoup de récits de voyage au XVIIe siècle. Hein, les philosophes des Lumières, comme Voltaire, ont écrit beaucoup de récits de voyage. Ils n'ont jamais sorti de Paris de leur vie, par exemple. D'ailleurs, j'avais entendu l'année passée une conférence très intéressante. Il y a un livre qui a été publié sur la manière dont on présentait dans le théâtre parisien au XVIIIe siècle la Nouvelle-France. Hein, parce que c'était un thème qui revenait assez souvent, la Nouvelle-France, dans le théâtre populaire, là, le théâtre de rue. Alors, il y a une étude qui a été faite là-dessus, et bon, évidemment, inutile de dire que l'image qu'on présentait à Paris de la Nouvelle-France, ça n'avait pas rapport bien gros avec ce qui était la Nouvelle-France, mais ça avait beaucoup rapport avec les préoccupations qu'il y avait à Paris. Alors, en conclusion, là, je cite encore Monseigneur Courchaine, l'enseignement de la langue maternelle doit contribuer à faire de nos élèves de meilleurs Canadiens de culture française et d'excellents catholiques. Concentrons cet enseignement autour des idées patriotiques et religieuses. Choisissons nos méthodes et orientons nos efforts en nous rappelant que le but poursuivi est le perfectionnement du langage oral. J'attire votre attention sur la formule « Canadien de culture française ». Alors, quand il parle de Canadien, c'est au vieux sens du terme. Là. Il ne s'agit pas des Canadian bilingual coast to coast. Là. Il ne s'agit pas de la conception trudeauiste du Canada. Il s'agit de ce qu'on a appelé par la suite les Canadiens français et qu'on appelle aujourd'hui les Québécois ou les Québécois francophones. Alors, les nous autres, comme disait l'ineffable Jacques Parizeau. Alors, les nous autres, comment on va s'appeler nous autres,
Ben, on s'appelle des Canadiens français. Il n'y a jamais personne qui te dit ça dans ta jeunesse. Enfin, ça, c'est une autre question. Mais c'est que Cruikshank était embarqué aussi dans un débat qui existait à l'époque, à savoir si la nation canadienne-française était-elle séparée de la France ou n'était-elle qu'une variante de la culture française? Et la réponse que lui donnait à ça, qui est la réponse des nationalistes de l'époque, gros était dans la même ligne, et ça a été d'ailleurs retenu comme définition dans le rapport de la commission Tremblay au temps de Duplessis sur la définition de la nationalité canadienne-française. Alors, les Canadiens français sont une nation différente des Français, bien sûr, mais une culture, une variante de la culture française. C'est pas une culture complètement différente. Intégrée dans une grande civilisation qu'on peut appeler civilisation occidentale ou civilisation chrétienne. Alors, c'est un peu le jeu des poupées russes. Vous avez la civilisation occidentale. Dans la civilisation occidentale, il y a la culture française. Et dans la culture française, il y a la nationalité française, la nationalité canadienne-française, la nationalité belge. Vous pourriez parler aussi de la nationalité haïtienne. Bon, enfin, donc... et même en France, les partisans du régionalisme comme Maurras et Barrès vont dire, ben oui, mais être français, c'est aussi être un Lorrain, un Provençal, un Breton. Bon, enfin, c'est un peu cette idée-là que vous retrouvez là-dedans. Mais dans les années 1960, dans la Révolution tranquille, on va rejeter cette conception-là, puis on va commencer à dire, par exemple, qu'il y aurait une langue québécoise. Alors ça m'horripile, cette expression, une langue québécoise. Alors, là, on ne parle pas le québécois au Québec, on parle le français, tout simplement. Comme en Belgique, on parle le français, en Suisse et en France aussi. Ben, enfin, de moins en moins, peut-être. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas de langue québécoise. Nationalité québécoise, oui, d'accord. Culture québécoise, oui, mais quand même une variante nord-américaine de la culture française. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Bon, maintenant, en pratique, c'est quoi qu'on enseigne dans nos cours de français? Quels auteurs sont au programme? Bien, Monseigneur Cruikshank ne nous en donne pas. Et vous n'en trouverez pas non plus dans le Ratio Studiorum. Le Ratio Studiorum, c'est un esprit pédagogique. Ce n'est pas un programme comme le fait le ministère de l'Éducation, gros programme qui prévoit tout dans tous les détails et que jamais personne ne lit. Alors, donc, au fond, les professeurs de français étaient très libres de choisir les œuvres qu'ils voulaient. Et, mais il y avait quelques grands principes. On privilégie la littérature classique plutôt que la littérature romantique. Mais attention, surtout à la fin du cours. Parce qu'on peut commencer dans les petites classes par la littérature romantique, qui est un peu plus accessible, mais on termine, d'ailleurs, vous allez voir dans la gradation, Corneille, Racine, puis ça, on étudie ça plutôt à la fin du cours qu'au début. Au début, on a des extraits, mais à la fin, on tend de plus en plus vers des œuvres intégrales, parce que ça aussi, c'est toujours un débat. Est-ce qu'on doit faire lire plusieurs extraits pour qu'ils connaissent plusieurs auteurs? Ou bien étudier à fond une seule œuvre, ils vont mieux la connaître, mais ils vont connaître rien que celle-là. C'est un débat insoluble. Il faut toujours faire les deux, hein, quand je vous dis c'est une question de dosage. Alors, ça, j'ai trouvé ça dans l'ouvrage de Corbeau, Claude Corbeau, qui a étudié l'enseignement classique, mais surtout des jésuites. En fait, il a écrit 3 livres là-dessus. Lui, il a été au collège Brébeuf à la fin du cours classique, et puis il a réussi à trouver quelques notes de cours de professeurs de français pour savoir qu'est-ce qu'il faisait lire. Et c'est très incomplet, parce que les professeurs, essayez de savoir quand Marie-Karine Roy va être morte, là, essayez d'imaginer un historien qui va vouloir étudier son programme d'enseignement, quels auteurs qu'elle faisait lire. Vous ne trouverez pas ça nulle part. À moins que vous alliez dans son casier, mais là, c'est un travail d'archiviste qui n'en finira plus. Moi-même, essayez donc de trouver un texte où j'ai écrit tous les auteurs que j'ai fait lire aux élèves. Alors, les profs, d'habitude, ils ont ça dans leur tête, hein, ils mettent pas ça. Alors, c'est pas si facile que ça,
que de savoir quelles étaient les œuvres au programme, et il n'y avait pas un programme officiel. Ça, vous avez ça en France, les programmes d'État, mais ça, c'est la pédagogie étatiste, très redoutable, et ça enlève toute liberté aux professeurs. Pour moi, la liberté, elle est... Mais en France, on veut tout concentrer, tout rationaliser, puis tout préparer pour les fameux examens du bac. Tradition complètement différente de l'Angleterre. En Angleterre, traditionnellement, il n'y avait pas d'examen d'État pour les... Vous alliez à Oxford, votre diplôme d'Oxford était suffisant parce qu'on disait les profs d'Oxford sont compétents. Quand vous êtes obligé de faire des examens du ministère, c'est la preuve que vos profs ne sont pas compétents. Et dans les collèges classiques au Québec, le seul fait de dire, ben moi je viens de tel collège, c'était suffisant. Mais il y avait quand même des examens du bac. Hein, on a quand même été un peu influencé par le système français. Mais les examens du bac n'étaient pas préparés au Québec. Là, on appelait ça d'ailleurs le baccalauréat jusqu'en 1965. N'étaient pas préparés par le ministère de l'Éducation. Il n'y en avait même pas de ministère de l'Éducation. C'était l'Université Laval et l'Université de Montréal qui préparaient les examens du bac pour les élèves de collège pour être acceptés à l'université. Mais si vous veniez d'un collège de jésuites, vous étiez dispensé de l'examen du bac. Les jésuites n'ont jamais accepté d'être soumis à quelque autre autorité que ce soit dans l'Église, sauf celle du pape. Alors, les jésuites n'auraient pas accepté que leurs élèves doivent suivre un examen préparé par l'Université de Montréal, qui relevait de l'archevêque de Montréal. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, regardons un petit peu de quoi ça a l'air. Élément latin, on est en secondaire 2. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dedans qu'on a gardées à l'école Sainte-Famille, et tant mieux. Et c'est à continuer. Alors, Fables de La Fontaine, les contes d'Alphonse Daudet, des textes choisis de Victor Hugo et de divers autres auteurs, mais on est plutôt dans des courts textes. En syntaxe secondaire 3, encore les fables, les contes, des textes choisis de Chateaubriand, un auteur qu'on a pas mal oublié, mais qui était très, très à la mode au début du 20e siècle. Henri Fabre, La vie des insectes, 1880. Ah, ça, il faut que je vous raconte ça. Quand je suis arrivé ici à l'école Sainte-Famille, il y avait l'abbé de Vrind qui était ici. C'était l'abbé Dominique de Vrind, je ne sais pas si vous l'avez connu. Lui, il avait fait le collège classique, et puis il avait été au petit séminaire de Québec, et puis j'enseignais le français à ce moment-là, puis il m'avait dit, vous devez absolument faire lire aux élèves La vie des insectes de Henri Fabre. Il dit, j'ai lu ça quand j'étais jeune, c'est extraordinaire. On apprend beaucoup de choses sur la société en examinant des combats entre les insectes et tout ça. Et effectivement, Henri Fabre, c'était un entomologiste, spécialiste des insectes, qui tirait de l'observation des insectes des leçons sur le comportement humain. C'était très à la mode au début du 20e siècle. J'ai lu ça, c'était plate. C'était plate. Moi, des batailles de bébites, là. Je me suis dit, non. L'abbé devrait être un robot. Mais ça, c'est intéressant parce qu'en fait, lui, il avait lu ça quand il était jeune. Ça l'avait marqué. Quand je vous dis, on enseigne comme on a été enseigné. C'est peut-être une très bonne œuvre, là. Peut-être que je l'ai lu de manière superficielle. Elle ne m'a pas touché du tout. Pourquoi? Parce que je n'avais pas connu ça quand j'étais jeune. Par contre, quand j'étais jeune, moi, j'ai lu et j'ai relu l'encyclopédie Tout connaître. Peut-être que Bon, je pense que... Peut-être vous, M. Gauthier, vous connaissez peut-être cette encyclopédie. Ouais, l'encyclopédie de la jeunesse, c'est encore plus vieux, comme son nom l'indique. Ça, c'est avant moi, ça, c'est au temps de mon père. Mais toujours est-il que moi, j'avais beaucoup aimé ça. C'est une bonne encyclopédie, mais il y en a d'autres. Moi, j'aime beaucoup faire lire. Je les avais même suggérés. Hein. C'est ça. Ouais. Mais bon, écoutez, une œuvre en vaut une autre. Mais c'est important que le professeur aime son œuvre. Si on vous force à enseigner une œuvre qui vous accroche pas, non, choisissez-en un autre, il y en a plein, là, c'est assez facile d'en trouver. En méthode, en secondaire 4, là, vous verrez qu'on commence avec les classiques du 16e, du 17e plutôt, Corneille, Molière, et voyez les pièces qui sont retenues. Le Cid, Médecin malgré lui, Madame de Sévigné, les lettres,
Mais on introduit aussi de la littérature canadienne. Louis Hémon, enfin, on peut considérer ça comme de la littérature canadienne, même si c'est un Français qui l'a écrit. Maria Chapdelaine. Saint-Exupéry, très à la mode, Vol de nuit, Le Petit Prince. Ah, doit-on faire lire Le Petit Prince? Autre débat qu'il y avait chez les Dominicaines. Ils se suicident à la fin. Est-ce que c'est pas un encouragement au suicide? Vous savez qu'il y a un débat aussi là-dessus, parce que il y a un livre qui a été censuré par le ministère de l'Éducation au Québec parce que justement était considéré comme un encouragement au suicide. Je pense que c'était un encouragement pas mal plus fort que dans Le Petit Prince, par exemple. Là. Mais bon, alors, débat qu'il y a autour de ça. Alain Grandbois, un auteur né à Québec, une biographie de Louis Joliette. Ça, je le recommande fortement parce que c'est mon ancêtre, Louis Joliette. J'ai fait mon arbre généalogique, puis je descends de Louis Joliette, effectivement. Malheureusement, je ne l'ai pas lu, il va falloir que je le fasse. Les voyages de Marco Polo, ça c'est pour ceux qui aiment les Chinois. Félix Leclerc. Hein, Félix Leclerc est bien connu comme chansonnier, mais beaucoup moins comme écrivain et comme poète. Et là encore, celle qui m'a fait découvrir Félix Leclerc comme écrivain, c'est, je ne sais pas si vous la connaissez, Madame Arsenault. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, plutôt à Montréal. Puis elle avait lu ça chez les sœurs. C'était l'époque. Puis, je savais même pas, moi, que Félix Leclerc avait écrit des romans. Puis, effectivement, j'avais commencé à le lire et ça avait l'air très, très riche. Bon, Anne Frank, le journal d'Anne Frank, là, il faut bien faire quelques petites larmes sur Auschwitz et tout ça. On est dans les années 40, hein, là, où, en fait, c'est 60, c'est plutôt 60. 50-60. Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer, c'est le seul auteur anglophone qui est introduit, mais en traduction, bien sûr. En versification, ben là, on est en secondaire 5, là, on est à plein dans les textes du 17e. Alors, La Fontaine, Bruyère, Chateaubriand, Hugo, etc. Mais il y a toujours une place importante à la littérature canadienne. J'ai remarqué que chez les auteurs français, c'est presque tous des gaullistes. Il n'y a pas beaucoup de pétainistes qu'on faisait lire. Si on avait fait l'étude avant 1945, je pense qu'on aurait trouvé beaucoup plus d'auteurs conservateurs, Action française, des gens comme Maurice Barrès et tout ça. Mais là, on voit que la libération de la France, on suivait quand même pas mal ce qui se faisait en France à ce moment-là. Mais il y en a quelques-uns qui survivent. Mais évidemment, Saint-Exupéry, Vercors, c'est des résistants. Duhamel, c'est des résistants. Bon, ensuite, belles lettres, on introduit de la littérature du Moyen-Âge, comme la chanson de Roland. On a eu un gros débat dans le passé ici à l'École Sainte-Famille sur la chanson de Roland. Avez-vous entendu parler de ça? Oh, aussi bien pas de l'avoir entendu parler. Alors, c'était une œuvre considérée très immorale par certains parents, la chanson de Roland. Tristan Iseult, François Villon. Ça, c'était... Hey, ça, c'était une des batailles de Lionel Groulx. Il voulait qu'on introduise la littérature médiévale dans le cours classique. Ça, c'était bien difficile aux jésuites d'accepter ça parce que pour eux, le monde avait commencé à la Renaissance. Il y avait l'Antiquité, il y avait la Renaissance, puis le Moyen-Âge, c'était le sombre Moyen-Âge. Les jésuites, le Ratio Studiorum, est resté un peu imprégné de ça, et puis il fallait corriger ça. Et Groulx était un partisan de l'introduction de la littérature médiévale et aussi d'une certaine littérature romantique. Groulx avait beau avoir beaucoup d'admiration pour les classiques. En fait, en réalité, c'était plus un romantique qu'un classique qui a été très marqué par la littérature de gens comme Montalembert, par exemple, Louis Veuillot, enfin les auteurs du 19e siècle qui ne sont pas vraiment des classiques. On introduit aussi des chansonniers, Jacques Brel, Gilles Vigneault. Alors ça avec dans un cours de français, mais il faut être prudent. Moi, j'ai déjà essayé d'introduire en classe une chanson de la Bolduc. Ça n'a pas marché. Vraiment, là, ça a soulevé des éclats de rire. Et j'étais surpris parce que je pensais que nos élèves connaissaient les airs de folklore canadiens, que c'était pas pour les surprendre.
Non, non, ça les a surpris autant que si j'avais fait ça d'une polyvalente. J'ai pas renouvelé l'expérience, j'aurais dû. La Bolduc, c'est extraordinaire pour comprendre le Québec des années 30, comprendre les changements de société, tout ça. Mais il faut bien préparer ça, parce que, bon, heureusement, ici, nos élèves, ils connaissent le grégorien, le classique. C'est déjà un bon pas, parce que dans les écoles modernes, ils n'ont pas du tout. Mais on peut introduire ça, effectivement, les chansonniers. Mais Jacques Brel, est-ce que c'est nécessaire de l'introduire pour des adolescents? Ça, je suis moins sûr, par contre. Par contre, au Québec, oui, Gilles Vigneault, Félix Leclerc et La Bolduc, pour moi, c'est les trois grands de la chanson et nos jeunes devraient connaître ça. Bon, alors, je passe. En rhétorique, l'éloquence. Alors là, on veut développer de plus les sermons de Bossuet, des grands discours de Henri Bourassa, l'abbé Paul Doncoeur. Ça, c'est un des rares pétainistes qui a survécu, qui est encore là dans les années 60. Carême de Notre-Dame de Montréal. C'est un Français qui était très proche de Maurras, sélection française, mais il était venu faire des conférences de carême. Et c'est là qu'on étudie le théâtre classique. On est rendu en rhétorique, là, en cégep 2. Nous, on ne peut pas attendre là, ils ne sont plus là, nos élèves. Alors, on est obligé de le faire avant, mais idéalement, pour bien comprendre du Corneille, ça prend une certaine maturité. Donc, le Cid, Polyeucte. Un texte qui m'a étonné un petit peu, je ne l'ai pas lu, il va falloir que je le lise, c'est le discours du général Douglas MacArthur au Congrès américain. Quand il a été démis de ses fonctions pendant la guerre de Corée en 1951, il s'est adressé au Congrès. C'était considéré comme un classique de l'éloquence. J'aimerais le lire, le découvrir. Alors, voyez donc les autres pièces, vous pourrez regarder ça attentivement. Rendu en philo 1 et 2, là, on oublie les extraits, c'est uniquement des œuvres intégrales, avec des auteurs comme Claudel, Camus, Bernanos. On voit ces auteurs catholiques de la première moitié du 20e siècle, qui sont un peu démocrates chrétiens et sur lesquels il y aurait peut-être certaines choses à redire, sur le fond, peut-être pas sur la forme. Et j'ai mis également les ouvrages qui étaient étudiés dans les cours d'anglais. Alors, je ne sais pas si l'abbé Stanus va peut-être nous dire si c'est des bons ou des mauvais auteurs. C'est quasiment tout du 19e siècle. Il y en a quelques-uns qui me disaient quelque chose, comme David Copperfield de Charles Dickens, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a un seul auteur canadien là-dedans, c'est John McCrae, In Flanders Field, hein, le fameux poème sur les coquelicots là, pendant la Première Guerre mondiale, là, le chant des coquelicots. George Orwell, Animal Farms, mais pas 1984. Pourquoi? Pourtant, il était très à la mode, 1984, dans les collèges anglophones. C'est peut-être tout simplement parce que c'est trop difficile dans un cours de langue seconde, alors qu'Animal Farm, c'est assez facile. Hein? Je pense que M. Morin le faisait lire aussi. C'est peut-être la raison, mais 84. Mais 84, c'est un livre aussi un peu difficile à saisir, puis je ne le ferai pas nécessairement lire aux élèves. Je vous dis, je l'ai relu, moi, 1984, pendant le temps de la COVID. Ça me tellement... Parce que je me disais, il faudrait peut-être que je le fasse lire aux élèves. Et puis, je l'ai relu, ça m'a tellement découragé que je dis, non, je ne mets pas ça entre les mains des élèves. C'est moi qui vais faire une dépression. Vraiment, là, le totalitarisme de la COVID, on le voit dans 1984. Maintenant, les auteurs en latin, ben là, vous les avez. Alors, c'est surtout César. C'était des extraits, bien sûr. À la fin du cours, on pouvait lire la guerre des Gaules au complet, normalement, si on était bon en latin. Mais c'était seulement à la fin du cours. Alors, vous voyez les auteurs qui étaient privilégiés et les auteurs de grec. Alors, maintenant, j'attire votre attention sur la répartition des matières. Ça, c'est intéressant, hein, parce que quand même, on voudrait reconstituer le cours classique ici. Là, oublions ça. Le ministère de l'Éducation ne nous le permet pas, ne serait-ce qu'à cause de, comment est-ce qu'on appelle ça, le minutage des périodes, là, le régime pédagogique. C'est de même qu'on appelle ça, ce serait impossible. Mais regardez comment il y avait beaucoup d'heures consacrées au latin. Vous aviez
élément latin, secondaire 2, 7 heures de latin par semaine. Il commençait par ça. Il y avait aussi beaucoup de français, mais les autres matières, ben, il y en a beaucoup moins. Alors donc, vous voyez, le latin reste toujours très, très fort, même à la fin, en rhétorique, 5 heures. Alors que là, on fait 2 heures de latin à tous les niveaux, je pense. Alors c'est évident qu'ils pouvaient être plus forts en latin que ne le seront jamais nos élèves. Mais il y avait beaucoup moins d'autres périodes. Par exemple, en histoire, ben, il y avait seulement 3 heures. Il y en a plus maintenant. Si on prend histoire, éthique et culture religieuse, il y a quasiment d'histoire, etc. Alors donc, vous voyez la répartition. Mais évidemment, ce qui était très faible, c'était les sciences. Alors, à partir des belles lettres, bon, on n'a plus besoin de M. Gauthier, là. Il n'y en a plus de sciences, en belles lettres et en rhétorique. Il y avait des certains cours de sciences de base, mais Courchesne est favorable quand même une plus grande place aux cours de sciences, et il dit on pourra enseigner les sciences dans l'esprit du ratio studiorum, dans le développement du raisonnement et du jugement. Mais il dit les mathématiques sont bonnes là-dessus. Les mathématiques, c'est bon pour développer la logique. La chimie, c'est pas bon pour développer la logique. C'est bon pour développer la mémoire, par exemple, les tableaux périodiques puis tout ça. C'est des connaissances, dans le fond, qui sont moins formatrices que les mathématiques. Vous n'êtes pas d'accord? Non. La chimie puis la physique, on peut faire ça plus tard. Bon, en fait, le débat était là-dessus à l'époque. Alors, je vous ai mis un petit texte ici. Il y a un livre qui a été écrit au Québec en 2013, donc c'est assez récent, Le cimetière des humanités, par un auteur qui déplore la disparition du cours classique. Vous voyez qu'il n'y a pas rien que nous à l'École Sainte-Famille. Il n'y a pas rien que nous, les catholiques traditionnalistes, qui déplorons ça. Alors, je vous invite à le lire. Et je voudrais terminer, bon, il me reste